Bonsoir Sabine Gagné. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de campagne acteur économique et droits humains à Amnesty International. Amnesty, donc, comme je le disais, qui vient de publier un rapport intitulé « Les diamants du sang de la République centrafricaine ». La République centrafricaine, il faut le rappeler, est en quasi-guerre civile depuis plus de 2 ans. Des violences entre des milices dites chrétiennes ou musulmanes, mais en réalité manipulées souvent par des intérêts politiques et financiers. Des violences qui auraient déjà fait entre 5 000 et 6 000 morts. Le premier constat de ce rapport, on va y revenir dans un instant, ce sont que ces milices, ces groupes armés, en fait, seraient en grande partie financés par ce commerce, le plus souvent illégal, des diamants centrafricains. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de voir ce reportage. Il date de juin 2014, mais la situation en Centrafrique n'a malheureusement pas beaucoup évolué. Il dénonce entre autres le non-respect des droits humains élémentaires dans les mines de diamants Centrafrique et le parcours d'un diamant de la mine aux négociants. Un reportage exclusif de Et Maintenant Production pour TV5 Monde. Dans cette mine à ciel ouvert, sorte de condensé de la guerre, les chrétiens ont chassé les patrons musulmans. Et ils craignent qu'ils reviennent. On travaille la peur au ventre. Ces diamants, tout le monde les recherche et on a peur de travailler. Quand on trouve des gros carats, les musulmans peuvent venir nous tuer pour les récupérer. Cette crise, quand elle est arrivée, ça nous a fait plaisir. Parce que nous, maintenant, nous les artisans, nous nous sommes accaparés les ressources de notre travail. Quand les musulmans trouvaient des diamants, ça leur apportait beaucoup d'argent. Et avec ça, ils achetaient des armes pour nous tuer gratuitement. C'est le premier diamant trouvé de la journée. C'est un bon diamant. C'est une pierre céleste. Léon prend aussitôt le diamant pour aller l'expertiser. Il a appris ce métier ces derniers mois. Avant, il était réservé aux musulmans. Les diamants que nous trouvons ne sont pas des diamants de sang. Nous sommes des artisans. Ces diamants, ça nous paye notre pain quotidien seulement. Les autres se battent avec des armes. Nous, nos armes, ce sont nos pelles. Côté musulman, c'est un autre son de cloche. Aujourd'hui, avec les anti-balaka, si tu es musulman et que tu es dans les mines, on peut facilement t'abattre, uniquement au prétexte que tu es musulman. Le diamant de Léon finira à Bangui, la capitale. Avec l'exclusion de la Centrafrique du processus de Kimberley, impossible théoriquement de l'exporter. Mais nous retrouvons sur place un diamantaire, un musulman qui a fui l'ouest du pays. Il nous explique le système de fraude. Le point faible, ce sont notamment les aéroports. Le diamant ne sonne pas, c'est inerte. Sauf l'or qui peut sonner dans les aéroports. Le diamant ne sonne pas. Tu peux le mettre dans ta poche, dans ton paquet de cigarettes, et puis partir avec. Du côté des autorités centrafricaines, c'est l'impuissance totale. L'embargo encourage la fraude. En 1 an, les exportations légales ont été divisées par 3. La Centrafrique est le 10e producteur mondial de diamants, un diamant réputé pour sa pureté. Les petites pierres célestes n'ont pas fini de susciter haine et convoitise. Alors avec nous, donc Sabine Gagné, je le disais, vous êtes chargée de campagne acteur économique et droits humains à Amnesty International. Vous confirmez d'abord que les diamants sales de la Centrafrique, ce qui est dans votre rapport, donc financent les milices qui se font cette guerre depuis 2 ans en Centrafrique ? Oui, notre rapport constate qu'effectivement, il y a des groupes armés qui se financent sur les mines. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes manières pour ces groupes armés de se financer. C'est soit en contrôlant directement les mines, mais sinon, c'est aussi en taxant les mineurs ou les routes terrestres ou aériennes de ces chemins, de ces diamants. Par exemple, on sait que... qu'il y avait des taxes qui étaient de 75 $ sur la piste de Bria, par exemple. Et donc, c'est de cette manière-là que les groupes armés se financent. Et c'est des diamants qui financent aussi bien les 2 camps, les Séléka qui sont majoritairement musulmanes, ou alors les anti-balaka qui sont majoritairement chrétiens. Exactement. Ouais. Et donc, notre rapport a enquêté sur les 2 zones géographiques, à l'ouest, qui est plutôt contrôlée par les anti-balaka, et l'est plutôt par la Séléka. Alors, on le dit, on l'a dit, les diamants, c'est une grosse part des exportations. Ça représente à peu près, en tout cas avant la guerre civile, 50% des exportations de la Centrafrique. Qui contrôle, en fait, aujourd'hui, les mines de Centrafrique ?
Effectivement, les diamants, le commerce des diamants, c'est 20% du budget de la RCA. Donc, c'est absolument énorme. C'est extrêmement difficile de dire qui contrôle les mines. Mais ce qu'Amnesty International dit, c'est que ce commerce ne doit pas financer des groupes armés qui sont responsables ou complices de violations graves de droits humains, de meurtres, de viols, de disparitions forcées. Mais on ne sait pas si ce sont par exemple des sociétés locales, centrafricaines, ou bien si ce sont des grands groupes internationaux, par exemple comme De Beers, qui est le sud-africain, ou Signet, qui est un grand groupe américain et anglais, je crois. Eh bien, alors nous, on a essayé d'enquêter à différents niveaux, des différents maillons de la chaîne. Et c'est pour ça qu'on a été en Centrafrique, mais aussi en RDC et au Cameroun, qui sont les pays voisins d'où partent les diamants qui transitent par le Cameroun et la RDC. Et on a aussi enquêté sur ces plaques tournantes du diamant qui sont en verre et les Émirats arabes unis. Dubaï en particulier. Et Dubaï en particulier. Ah ouais. Alors, on sait aussi que c'était cité dans le reportage, le processus de Kimberley. Alors, qu'est-ce que c'est ce processus de Kimberley? C'est un accord, je crois, qui a été négocié en 2003. Que prévoyait cet accord? Le processus de Kimberley a été négocié entre des États, des entreprises et la société civile en 2003. Et il vise à lutter contre les diamants de la guerre ou les diamants du sang. C'est-à-dire qu'il vise à garantir aux consommateurs que les diamants qu'il achète n'ont pas servi à financer des groupes armés. Or, on se rend compte aujourd'hui, et notamment parce que des diamants ont été saisis en mai et juin 2014 qui venaient probablement de la Centrafrique, on se rend compte que ce processus a de grandes failles. Ouais. Et alors justement, on se rend compte que les contrôles, en fait, les gens qui doivent contrôler en fait le commerce des diamants, ce sont les États eux-mêmes, et sans véritable sanction. Donc c'est un peu fragile comme moyen de pression. C'est une des principales critiques qu'on fait à ce processus de Kimberley, c'est qu'il revient effectivement aux États la charge du contrôle. Et la plupart, quand les États sont défaillants, eh bien les contrôles le sont aussi. Et à ce moment-là, on ne peut plus garantir aux consommateurs que les diamants qu'il achète ne viennent pas de groupes armés qui ont violé les droits de l'homme. D'accord. En plus, le processus de Kimberley mettait aussi l'accent sur les fraudes fiscales, parce que la fraude fiscale fait aussi partie de ce trafic de diamants à l'échelle mondiale. Et là, ça implique aussi les grandes sociétés internationales. Alors, c'est ce qu'on dénonce dans le rapport, c'est effectivement cet abus fiscal, cette évasion fiscale qui est au niveau de Dubaï et des Émirats arabes unis, avec un abus sur ce qu'on appelle les prix de transfert. Et il se trouve que les sociétés multinationales peuvent acheter à des prix très très bas les diamants et les revendre très cher. Et à ce moment-là, le bénéfice ne revient pas aux populations africaines et notamment centrafricaines. C'est une perte sèche pour le budget de ces pays. Exactement. Et on dit même que du coup, c'est une responsabilité. Normalement, les Émirats arabes unis et le Dubaï a une responsabilité en matière de droits humains de ce point de vue-là et devraient réviser leurs pratiques fiscales pour pouvoir faire en sorte que la population centrafricaine bénéficie de ces ressources. Alors, on parle des diamants sales de la Centrafrique, mais j'imagine que ça concerne aussi d'autres pays d'Afrique, en particulier d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud aussi. Ça concerne l'Angola, ça concerne la Sierra Leone, où là, les contrôles des mines par les groupes armés sont massifs et assez généralisés. Et c'est pour ça qu'on appelle à une révision de ce processus de Kimberley pour pouvoir travailler sur ces failles. Oui, justement, alors le processus de Kimberley, il est sûrement amendable et je dirais améliorable. Qu'est-ce que vous proposez pour justement le rendre plus efficace? Alors, les autres problèmes de ce processus de Kimberley, c'est aussi qu'il ne concerne que l'exportation des diamants. Il ne concerne pas le commerce interne, à l'intérieur des pays. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le commerce des diamants en RCA, pendant la suspension du processus de Kimberley, a pu continuer, mais qu'aujourd'hui, il y a des diamants qui sont saisis, qui sont stockés, qui ne peuvent pas être exportés. Mais le commerce a donc continué à entretenir ces groupes armés pendant la suspension du processus de Kimberley. L'autre point, c'est qu'il ne concerne que les groupes rebelles, et les mines qui sont contrôlées par les groupes rebelles,
mais il ne vise pas les mines où il y a des violations de droits humains, comme par exemple le travail des enfants, même si les mines ne sont pas contrôlées par des groupes armés. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour essayer d'améliorer le travail des enfants en particulier, de manière de tous les travailleurs, et pour faire respecter les droits humains dans ces mines? Ce qu'on propose, c'est qu'en plus d'améliorer ce processus de Kimberley et de renforcer les contrôles, on propose surtout que les entreprises elles-mêmes aient à sourcer leur chaîne d'approvisionnement. Et pour cela, il y a déjà des outils qui existent, comme le guide de l'OCDE sur la chaîne de l'approvisionnement responsable, et où il est déjà recommandé aux entreprises de sourcer elles-mêmes leur chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes entendu par les entreprises? Est-ce que votre campagne commence à avoir elle est très récente, mais est-ce qu'elle commence à avoir déjà des résultats? Alors, on s'adresse non seulement aux entreprises, mais aussi aux États, pour qu'en fait, elles fassent en sorte de transposer justement ces principes internationaux qui sont pour l'instant que de l'ordre des recommandations. Et on appelle à ce que ces normes soient transposées en droit national et international pour les renforcer. Alors, encore un mot comme sur les négociants. On a parlé tout à l'heure des grands groupes internationaux. Est-ce que les négociants locaux, les gens qui sont vraiment en contact avec les mineurs, est-ce qu'eux aussi sont désignés, montrés du doigt par votre rapport, et est-ce qu'ils sont aussi, comment dirais-je, amendables à l'avenir? Parce que c'est quand même là aussi que ça se passe en premier lieu. Ce sont ceux à qui ces mineurs vont vendre leurs pierres au début. Bien sûr, effectivement, le processus de la mine aux négociants, normalement, il y a un bordereau qui accompagne le diamant et qui permet de mener sa traçabilité, de faire le suivi. Mais beaucoup de négociants ont même reconnu qu'il y avait des fraudes, qu'ils ne pouvaient pas non plus tout contrôler. Donc, on s'adresse également à eux pour renforcer le contrôle et renforcer ce qu'on appelle ce principe de due diligence en anglais, c'est-à-dire le devoir de vigilance et qu'eux-mêmes sourcent l'origine du diamant et se renseignent sur la façon dont a été extrait ce diamant. Ce qui était, en fait, tout ce que vous dites était prévu au départ dans le processus de Kimberley, mais n'a pas été respecté, en fait. Ouais. C'est ça. Alors je rappelle en 2 mots que la RCA, c'est quand même l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré cette richesse qui dort dans son sous-sol. La moitié de la population centrafricaine survit grâce à l'aide humanitaire internationale, il faut le rappeler, et 450 000 Centrafricains, c'est-à-dire à peu près 10% de la population, a quitté déjà la Centrafrique, donc à cause de la guerre civile. Merci beaucoup Sabine Gagné d'être venue sur le plateau du 64 minutes donc pour parler de ces diamants sales qui en fait financent, donc je le répète, la guerre civile en cours en ce moment en République centrafricaine. Merci beaucoup.